Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de pizza, de tortues et des ninjas au sein de New York que j'ai nommé Teenage Mutant Ninja Turtles Shadows of the Past, plus communément appelé en France les Tortues Ninja, les ombres du passé. C'est un jeu designé par Kevin Wilson, c'est édité chez IDW Games, c'est du on va dire de l'affrontement coop, puisque c'est fait pour 2 à 5 joueurs. Un joueur va jouer l'Overlord, donc le Seigneur du Mal, et les autres joueurs vont se partager les Tortues Ninja. C'est pour des durées de 1 heure jusqu'à 1h30, 2 heures, du 14 ans et plus, et ça vous met dans la peau des Tortues Ninja qui vont devoir déjouer les plans machiavéliques du capitaliste et du légendaire Shredder, pardon, voilà, j'ai oublié le nom, mais c'est Shredder, avec ses Ninja Foot. Donc voilà un peu, grosso modo, comment se passent les Tortues Ninja dans leur univers. Pour ceux qui connaîtraient un peu Tortues Ninja, bah voilà, hein, c'est des tortues mutagènes qui vont combattre le crime au sein de New York sans se faire passer pour les méchants, puisqu'elles sont quand même très moches et tout le monde a peur d'elles. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il y a dans une boîte de Tortues Ninja. Petit tour rapide du propriétaire. Dans une boîte de Shadows of the Past, nous allons trouver essentiellement des figurines, des cartes et des dés, puisque c'est un jeu d'affrontement à figurines. Donc si vous connaissez un peu Descent et Assaut sur l'Empire, c'est à peu près la même chose en termes de contenu. Nous allons avoir des fiches de personnages qui vont représenter à la fois nos tortues ainsi que les ennemis que nous allons trouver, des dés qui vont symboliser les dés d'action de nos tortues et des dés de dégâts et de boucliers qui sont ici en dés noirs. Nous allons trouver aussi 6 tuiles qui vont être recto verso afin de vous former le design de la map à laquelle vous allez évoluer. Nous allons avoir différents tokens qui vont représenter la concentration et des compétences supplémentaires pour nos tortues et les vilains, ainsi que 2 decks de cartes, un deck d'ennemis qui lui va permettre de jouer les monstres et un deck de compétences de héros qui vont permettre justement d'avoir des caractéristiques bien spécifiques à nos Tortues Ninja. Les Tortues Ninja vont avoir des points de vie, donc elles ont toutes 12 points de vie et c'est représenté par les petits tokens de pizza que vous allez avoir. Mais sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un setup et un tour de jeu. Chaque joueur va devoir se munir d'une carte de tortue. Une carte de tortue représentée comme celle-ci. Nous allons voir ici l'image de la tortue, donc son nom c'est Leonardo, sa capacité propre à la tortue. Ici nous allons avoir la représentation de ses dés, donc sur ces dés à 6 faces nous allons avoir toutes ces icônes-ci. Ici nous allons avoir ses stats, le mouvement qui correspond au mouvement, l'attaque qui correspond à l'attaque, donc combien de dés nous allons lancer quand on va attaquer, combien de dés nous allons lancer quand nous allons défendre. Les compétences de skill, c'est le nombre de cartes en fait compétences que va avoir votre tortue. Par rapport à divers scénarios, ce skill va pouvoir être modifié de manière négative ou alors de 0. C'est-à-dire que si vous commencez le début de campagne et la première mission qui vous dit votre skill est de -2, finalement Leonardo lui aura uniquement 2 cartes de compétences durant cette mission. Et le focus, ça va être les jetons noirs focus qui vont nous permettre de relancer des dés durant une attaque, une défense ou alors durant un jet de dés. Ici nous allons avoir ses points de vie, donc 12 points de vie. Dès que notre tortue n'a plus de points de vie, elle est KO, elle devra faire ensuite un jet à son tour pour pouvoir se relever, et si elle ne peut pas se relever, elle gagnera un jeton KO. Mais je vais vous expliquer bien ça en détail par la suite. Donc nous allons avoir Leonardo, nous allons avoir Donatello. On remarque que les stats peuvent changer ainsi que la représentation des dés concernant les personnages. C'est pour ça que chaque héros de tortue entre guillemets va avoir des compétences très particulières et va être très unique en fait dans sa manière de jouer, dans sa manière de faire des actions, etc. On voit que là elle a 11 points de vie, là Raphaël lui est à 13 points de vie, donc il est un peu le bad guy, il est très fort, donc on peut voir ici toutes ces stats qui changent, et on a Michelangelo lui qui est le super agile, le roublard un peu de la troupe. Si on passe sur les cartes de vilains, on regarde que c'est à peu près la même chose. Nous allons avoir toujours l'illustration, ici nous allons avoir le nom, Master Shredder, nous allons avoir la compétence du personnage, et là on peut voir les stats qui changent aussi. Par contre on a une symbole Evil qui là ne sert à rien, en tout cas dans le jeu de base, peut-être par la suite avec des extensions, et nous allons avoir toujours le mouvement, le nombre de dés qu'il va faire quand il attaque et le nombre de dés qu'il va envoyer quand il défend, et nous avons ses points de vie. Donc là on va avoir des boss, et là on va avoir les Foot Clan Ninja, donc c'est un peu les minions de Shredder. Donc on peut voir aussi
qu'ils ont du move, de l'attaque, de la défense et uniquement 2 points de vie. Dès qu'un joueur va, hop, un autre ici, voilà, dès que chaque joueur va se munir de cartes de tortue, il va prendre les dés adéquates. Et justement, voyons ensemble ce que comportent ces dés. Une fois qu'un joueur s'est muni d'une carte tortue, il va ensuite recevoir les nombres de dés adéquats par rapport à sa tortue. Alors toutes les tortues commencent avec 3 dés et uniquement Raphaël possède 6 dés. Vous allez comprendre pourquoi lui il en a plus que les autres. Ensuite, pour pouvoir faire des actions précises, vous êtes obligé d'avoir le symbole adéquat sur votre lancer de dés du départ. Je le répète que durant la phase d'initiation, chaque tortue va lancer son pool de dés et il va pouvoir faire les actions adéquates par rapport aux faces de dés qui lui sont réservées. Donc on va commencer par cette icône-ci qui est une icône de skateboard et qui va permettre à une tortue de pouvoir bouger jusqu'à son maximum de mouvement. Donc si vous avez deux faces sur une face, voilà, si vous avez deux icônes sur une face, bah, vous pouvez aller par exemple dans le cas de Leonardo jusqu'à 6 points de mouvement, puisque pour une icône avec lui, vous pouvez aller jusqu'à 3. On passe ensuite à l'icône Shuriken. L'icône Shuriken permet de faire une attaque à distance. Donc pour une attaque à distance, nous sommes obligés, dans l'obligation, de ne pas être adjacent à l'ennemi et ensuite nous pouvons faire une attaque à distance. Je vais vous montrer bien plus en détail ensuite comment se passe une attaque à distance. Nous allons avoir le double katana ou alors le simple katana, ce qui équivaut aussi pour le shuriken. Il peut être double ou simple. Donc là, on a une double action de katana. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut faire une action de mêlée. Une action de mêlée, il faut être adjacent à un ennemi. Et il peut utiliser soit une action renforcée avec deux dés supplémentaires. Donc par exemple, dans cette configuration-ci, Leonardo qui a un dé d'attaque peut faire une attaque seule avec 3 dés puisqu'il a 2 icônes plus un dé d'attaque de base, ou alors il peut faire 2 attaques avec 2 dés séparés. Donc vous allez voir ensuite bien plus en détail à quoi serviront d'augmenter ces dés. On va ensuite avoir la petite carapace de tortue, elle, qui va vous donner un dé supplémentaire dans la défense. Donc voilà, c'est simple comme bonjour. Et ici, nous allons avoir la face de Chi. Alors la face de Chi, c'est le Joker ultime que vous allez avoir durant la partie. Ça veut dire que les tortues vont puiser dans la réserve de ninjutsu qui lui ont été enseignés par Maître Splinter, et ils vont se régénérer d'un point de santé. Donc s'ils sont au maximum, ils ne se régénèrent pas, mais ils se régénèrent d'un point de santé. Ensuite, ils prennent un jeton focus. Pareil, s'ils sont à leur maximum de jetons focus, ils n'en prennent pas. Et surtout, ils vont pouvoir rechanger ce dé sur n'importe quelle face qui lui souhaite. Donc voilà, il peut se mettre ici, il peut se mettre ici, il peut se mettre ici, il peut se mettre ici. Et enfin, nous allons avoir la compétence spéciale qui est par exemple dédiée uniquement à Donatello, qui est ce symbole-ci, une carapace, ainsi qu'une action d'attaque de mêlée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce dé, vous avez à la fois la carapace et vous pouvez faire une action d'attaque au corps à corps. Pour continuer dans le setup, chaque tortue va ensuite avoir des cartes compétences qui sont affiliées au nombre de skills dédiés à la tortue. C'est-à-dire que si nous sommes dans un scénario qui donne un modificateur de -1, de 0 ou de +1, ce nombre de skills va être amené à être changer. Donc une carte skill, c'est comme ça. Donc on a ici la petite icône de la tortue, on a le nom de l'attaque, et on a surtout les dés d'action qu'il faudra dépenser pour pouvoir faire cette action-ci. Donc par exemple ici, il est recommandé, il est même surtout obligé d'avoir 2 katanas pour pouvoir utiliser cette action. On peut uniquement utiliser une compétence d'une tortue une seule fois pendant son tour, même si on a les prérequis pour pouvoir faire plusieurs actions de cartes. On est limité à une par tour, ou alors si vraiment la carte vous dit le contraire. Donc voilà, on a celle-ci pour Leonardo, on a une autre pour Leonardo, on en a d'autres, on en a 5 par tortue, je vous les montre un peu, et c'est vachement génial puisque les illustrations changent en fait par action, donc ça vous montre vraiment ce que vous allez faire. Donc elles sont très bien détaillées et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est toutes les cartes actions, vous allez voir, celle-ci est géniale, un coup de pied là où il faut. Voilà, elles sont très bien, elles vous donnent vraiment ça vous donne vraiment ce que vous allez faire en fait durant l'action de la carte. Donc il y en a un que vous pouvez pas payer, par exemple, alors je ne sais pas, je retrouve plus, je suis désolé. Donc voilà, il y en a que vous pouvez payer avec des jetons focus, et il y en a que vous pouvez, voilà, il y en a qui sont juste des compétences particulières. Mais bon, voilà, donc ça c'était pour les cartes de compétences skills.
Si les joueurs tortues s'activent avec des poules de dés, le joueur Overlord Seigneur du Mal, lui, s'active avec un deck de cartes qu'il va avoir en main. Donc le Seigneur du Mal, lui, va avoir 5 cartes dans la main, et les cartes qu'il va avoir, ce sont des cartes ici Overlord. Alors les cartes Overlord sont présentées de cette manière. Ici, nous allons avoir le type de figurine dont fait référence la carte. Ici, on va avoir le nombre de figurines qu'il pourra bouger avec cette carte. Ici, nous allons avoir l'illustration, nous allons avoir ensuite le nom ainsi qu'un petit texte d'ambiance. Et ici, nous allons avoir les différentes icônes que va pouvoir faire le joueur du Seigneur du Mal. Il faudra les traiter comme étant tout bêtement des dés. Donc par exemple, avec un seul bruiser, donc ici, on va pouvoir faire une action de mouvement et jusqu'à 2 actions, ou alors une action d'attaque avec plus 2 dans ces dés d'attaque. Alors vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre, sauf si vraiment une carte vous dit de les résoudre de haut en bas ou de bas en haut, mais ça voilà, c'est pas tellement... dit dans les cartes. Il y a certaines cartes vraiment qui vous disent ça, mais partez du principe où si vous avez aucun texte sur la carte, vous faites comme vous voulez au niveau des actions. Donc voilà, on en a pour d'autres personnages. Tac tac tac, voilà, je vous les montre aussi. C'est des decks qui sont répertoriés par couleur. Donc quand vous allez commencer en fait dans votre livret de campagne, vous allez avoir des decks prérequis. Par exemple, on va vous dire que pour ce type d'ennemi, vous allez mettre les cartes bleues, les cartes rouges et les cartes vertes. Et par exemple, pour ce type d'ennemis ici, qui sont les Gunners, bah, vous allez mettre uniquement les cartes rouges et les cartes bleues. Donc vous suivez vraiment ce qu'on vous dit en fait dans le scénario. Vous mélangez ensuite les cartes, vous prenez une main de 5 cartes, et le joueur de l'Overlord est enfin prêt à jouer. Une fois qu'on a choisi ces tortues, qu'on a pris ces poules de dés allouées à ces tortues, qu'on a ensuite pris le deck qui, je le rappelle, le deck de l'Overlord, lui, qui correspond à ce que vous allez trouver dans le livret de campagne. Alors on en a 2 comme ça, on a le livre 1 et 2, et le livre 3 et 4. Et en fait, ça fait un petit truc quand on les rassemble, tac, et même derrière, ça fait un petit truc hyper sympa. On reste dans le style du comics, donc ils sont vraiment partis à fond là-dessus, et moi j'aime beaucoup. Et c'est un système de campagne, en fait, qui est basé, pas comme Descent ou autre chose, mais comme peut-être sur Assaut sur l'Empire, et encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour Dragon Tide, c'est le même principe. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là, vous allez avoir toujours une petite illustration assez sympa. Ici, on vous donne les règles spéciales, pourquoi vous êtes ici. On vous donne en vert ce que vont avoir à faire les tortues, leurs modificateurs dans les skills, etc. Ainsi que les conditions de victoire. Et pour le joueur rouge, donc qui est l'Overlord, pareil, on va vous donner les conditions de victoire et de perte. Si vous gagnez, bah, on vous dit rendez-vous à cette mission-ci, et si vous perdez, bah, rendez-vous à cette mission-ci. Ainsi, une campagne sera toujours différente, parce que bah, déjà, d'une part, vos tortues sont uniques, donc par rapport aux skills que vous allez leur donner, bah, ça va être totalement différent en termes de gameplay, et surtout, bah, si vous gagnez pas ce scénar, bah, vous retournez à l'autre, etc. Il y a plein de scénars en branchement, c'est hyper sympa. Là, on vous donne les cartes de terrain difficile. Je vais vous montrer ça bien plus en détail quand je vais simuler un début de tour. Et là, on vous donne le setup. Donc, on vous donne ici les minions. Donc, le minion pool, c'est le maximum que vous allez pouvoir avoir dans votre pool. Donc, elle a 5 gunners et 5 bruisers. Ici, on vous donne toujours le code couleur des cartes que vous allez avoir dans votre deck. Donc là, on va prendre l'ensemble des cartes pour les 2 personnages minions, et là on vous donne le setup. Donc voilà, les héros commencent ici, ils doivent finir ici, tous les monstres commencent là, etc. Donc assez sympa, et voilà, c'est hyper varié, je vous démontre rien pour pas vous spoiler, mais c'est très bien. Donc là je vous ai fait un setup vraiment basique, hein. Je vais vous montrer comment se passe un tour de jeu grosso modo, et comment se passent les actions, attaque, défense, etc. etc. Donc durant son tour de jeu, chaque joueur va prendre l'ensemble de ses dés. Donc Leonardo, lui, va lancer ses dés. On va dire qu'il a fait ça. Michelangelo a lancé ses dés, il a fait ça. Donatello a lancé ses dés, il a fait ça. Et Raphaël, lui, qui a 6 dés, il a lancé et il a fait ça. Ensuite, à partir de ce moment-là, chaque joueur va ensuite aménager ses dés. C'est-à-dire qu'il peut mettre ce dé de skate en premier, il peut mettre la carapace de tortue en 2 et l'épée en 3. Alors ça n'a pas d'incidence pour votre personnage et ses actions, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire vos actions de gauche à droite, mais ça va avoir une importance sur le sharing, le partage des dés. Alors comme je vous l'ai dit, le système de Tortue Ninja est vraiment intelligent et très bien huilé, puisque vous allez discuter de comment vous allez organiser vos dés pour que votre collègue à côté bénéficie lui aussi des dés qui se trouvent à l'extrême gauche et à l'extrême droite de votre tortue.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Michelangelo, lui, va bénéficier du dé de l'extrême gauche à Leonardo, puisqu'il est son voisin de gauche, et il va bénéficier de l'extrême gauche de Donatello, puisqu'il voilà, si on le met dans cette config-ci, hop, eh bien il partage les dés qui se trouvent ici. Comme je vous l'ai dit pour Raphaël, lui il a 6 dés, donc il est le seul à ne pas prendre les dés qui se trouvent par exemple à droite de Donatello et de Leonardo, donc lui il est toujours tout seul. Par contre, il donne ses dés à Leonardo et Donatello, il donnera son dé qui se trouve au-dessus à Donatello et il donnera son dé qui se trouve en dessous à Raphaël. Donc il y a toute une gymnastique, une versalité en termes de discussion et surtout de management des dés. Si par exemple Raphaël lui dit à Leonardo, eh ben tiens, tu souhaiteras avoir quoi, et que Leonardo se dit, bah moi j'aimerais bien avoir quand même 2 attaques à distance, eh bien il va mettre un dé ici qui correspond à 2 attaques à distance et il va le mettre ici pour que Leonardo puisse bénéficier de ce dé-ci. Donc vous l'aurez compris, Raphaël lui aura jusqu'à 6 actions et les autres tortues auront jusqu'à 5 actions à faire durant le tour. Donc ça, je trouve ce système vraiment très intéressant, et il y a toute une partie de discussion entre les joueurs tortues qui vont dire attends, on va plus gérer ça, moi j'ai besoin d'attaquer, donne-moi ce dé, etc. Donc vous allez jamais être dans le pétrin, même si votre dé vous est défavorable. Alors vous avez toujours, je le rappelle, hein, les jetons focus qui sont comme ceci, qui vont vous permettre de défausser ce token focus et de relancer vos dés. Par contre, vous êtes dans l'obligation de le faire uniquement une fois, et si le second jet n'est pas bon, c'est bien fait pour votre pomme. On a toujours les cartes compétences que j'ai pas mises là pour gain de place, mais bon, gardez à l'esprit que vous pouvez en avoir aussi par rapport au scénar et leurs modificateurs. Donc là, par exemple, on va simuler un tour, hein, un tour, c'est quoi? C'est un joueur tortue qui joue, et ensuite le joueur vilain qui joue. Donc il y a une activation un peu à la Assaut sur l'Empire. D'abord un joueur de héros, ensuite c'est une carte d'Overlord qui joue, on passe à une autre, etc., etc. Donc on va simuler ça. On va faire déjà le mouvement. Alors le mouvement, c'est quoi? On a 2 types de mouvements. On peut bouger de tant de cases. Donc par exemple ici j'ai une icône de mouvement avec Leonardo, je peux bouger jusqu'à 3 cases, donc je peux faire 1, 2 et 3. Je peux bouger de manière orthogonale, diagonale, il n'y a pas de souci. Je peux aussi monter sur les petits buildings que vous voyez ici en bleu. Par contre, pour pouvoir monter, il va me falloir 2 icônes de mouvement. Donc ce n'est pas 6 points de mouvement, il faut impérativement 2 icônes. Donc là, pour pouvoir monter sur le building, je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas les icônes. On a ensuite les terrains difficiles, qui sont par exemple les sacs poubelles ici en jaune. Pour pouvoir rentrer dans un terrain difficile, je suis dans l'obligation de dépenser un pion de mouvement supplémentaire. Et on a toujours la restriction du blocage et du désengagement lors d'un mouvement. Si je suis adjacent par exemple à un ennemi, pour pouvoir me désengager et bouger, je dois dépenser un déplacement supplémentaire par ennemi qui m'est adjacent. Par exemple ici, si je veux reculer, je vais faire 1-2 puisque je suis adjacent à ce personnage-ci. Si je veux avancer et être adjacent à ce personnage-ci, eh bien je vais faire 1-2 puisque je suis à côté d'un personnage-ci. Par contre, nous avons 2 personnages qui nous font face, et bien lui, Leonardo, dépensera un point de mouvement déjà de base pour partir, puis un point de mouvement et un point de mouvement pour partir d'une case. Donc finalement, pour une case, je prends 3 points de mouvement à mon dé. Et c'est équivaut aussi, si je m'avance ici, voilà, je prends toujours un point de mouvement. Donc dans cette config, si vous avez très bien suivi, puisque vous êtes assidu sur la chaîne, pour pouvoir rentrer ici, qui est un terrain difficile, je vais devoir dépenser un point de mouvement supplémentaire à mon point de mouvement initial, mais puisque je suis adjacent, je vais devoir, parce que ça se dit pas blablabla, je vais devoir dépenser un point de mouvement supplémentaire. Donc finalement, pour rentrer dans cette case ici de sac poubelle, je vais devoir dépenser 3 pions. Une tortue qui se trouve sur un building, comme par exemple Raphaël ou encore Michelangelo, peut sauter sur la ruelle. Alors il n'y a pas de... ça reste pas sans conséquence de sauter à la ruelle. Vous allez perdre des points de vie. Alors une chose pour pallier à cette perte de points de vie, c'est, hop, on va enlever le petit Leonardo, c'est soit sauter sur une case de poubelle, de benne ou de sac à ordures. Donc là, pour une action de mouvement, vous sautez dessus et là vous prenez pas de dégâts. Ou alors d'avoir 2 icônes de skateboard pour pouvoir escalader, en fait vous descendez le mur. Donc 2 icônes de skateboard permettent de monter
sur un toit et 2 icônes de skateboard permettent de descendre en dessous d'un toit. Ou alors si vraiment vous sentez que c'est la mayonnaise et que là vous n'avez pas d'autre chose que de sauter, vous pouvez très bien sauter ici avec un point de mouvement, mais par contre vous allez vous prendre 4 dés noirs de dégâts qui sont ensuite défendus de manière simple comme une attaque de base. Donc par exemple, vous allez prendre 4 dés de dégâts, hop, vous allez les lancer. Les dés de dégâts représentent des hits simples ou des doubles hits comme celle-ci et représentent aussi des boucliers. Pour chaque bouclier, en fait, vous enlevez un hit. Donc c'est simple, bête et méchant. Donc là, par exemple, lui, Raphaël, a voulu sauter sur cette case. Il se prend déjà 2, 4, 5 points de dégâts. On regarde ensuite sa compétence de défense qui est de 3 dés. Il lance ses dés, et bien malheureusement il fait pas de bouclier. Il peut par exemple défausser un jeton token pour ensuite lancer ses dés. Tiens, là il fait un bouclier et finalement sur les 5 il n'en prend que 4. Mais déjà 4 ça fait beaucoup puisqu'il est déjà proche de la mort. Et je le rappelle que si Michelangelo lui hop, veut venir ici avec un point de mouvement, donc il ne prendra pas du tout les points de dégâts. Après avoir vu le déplacement avec les skateboards et les restrictions qui pouvaient faire face à ce déplacement, nous allons voir ensemble comment se passe la tatane. Et oui, puisque Tortue Ninja, c'est avant tout un jeu de tatane. Alors pour la tatane, vous avez 2 modes d'attaque. Vous avez l'attaque à distance, qui est représentée par les shurikens, et l'attaque au corps à corps qui sont représentés par les sabres. Donc on va dégager un peu ceci. Prenons l'exemple par exemple de Raphaël. Raphaël lui souhaite attaquer ce bruiser, donc on va l'activer. Il fait par exemple, il a en shuriken 1, 2, 3, 4, 5. Il a 5 icônes de shuriken sur 3D. Donc 2 dés représentent 2 icônes de shuriken et 1 dé représente une icône de shuriken. Il a 2 possibilités. Soit il fait une attaque groupée avec l'ensemble de ses dés de shuriken. Ça veut dire qu'il va lancer 5 dés plus son attaque qui est de 2. Donc il va lancer en une action 7 dés pour infliger un maximum de points de dégâts. Ou alors il va faire 3 attaques distinctes. Donc par exemple, pour attaquer déjà en termes de distance, on est obligé d'être à distance de son ennemi. Par exemple, si on est adjacent ici, on peut faire que des attaques de mêlée, on peut pas faire d'attaque à distance. Donc il faut vraiment qu'on soit à distance. Alors on peut être aussi sur un toit, etc. Et il faut qu'on ait une ligne de vue. La ligne de vue, vous partez du socle, du milieu de la case, pardon, où se trouve votre personnage, et vous tracez ensuite une ligne du milieu de la case où se trouve votre ennemi. Alors il peut y avoir un nombre incalculable de personnes devant votre chemin, il n'y a pas de problème, vous tapez comme des ninjas, vous êtes insensible à tout ce qui est vision, et votre shuriken en fait fait des loopings, etc. La seule restriction, c'est si ça passe par une case obstacle qui est un bordure et un liseré noir, là vous n'avez pas de ligne de vue. Donc vous pouvez très bien attaquer par le dessus ou alors en dessous dans la ruelle. Donc on va partir ici sur ce petit symbole et schéma. Donc on va dire que lui va faire une attaque par exemple à 2. Donc on défausse en fait son dé, donc on met un petit token, hein, voilà, comme celui-ci sur son dé pour dire qu'il est partiellement utilisé, puisqu'il sera encore utilisable par Leonardo si Raphaël est la première tortue à jouer par exemple. Donc là il va lancer 2 dés de shuriken en bonus, et il va lancer 2 dés supplémentaires puisque son attaque fait 2 de base. Donc on va lancer 4 dés. On lance 4 dés, hop, et on regarde combien de touches on fait. Donc par exemple ici, on fait 2 touches. Ensuite, le défenseur, lui, a 2 de défense. Il peut avoir plusieurs défenses supplémentaires si des cartes comme celle-ci qui lui procurent des boucliers supplémentaires sont actives. Vous allez voir durant le tour de l'Overlord ce que ça signifie. Donc là, il n'en a pas, il lance 2 dés, on a fait 2, et il fait 2 carapaces. Ah 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 ah, il ne peut pas du tout se prendre des dégâts. Par contre, si voilà, on triche, on avait fait 2 et il aurait fait que des hits, et bien il se prendrait directement 2 points de dégâts, sachant qu'il en a 3. Il ne serait pas mort, il resterait un point de vie dans le cas où il serait mort. On retire directement la figurine, elle est KO et on le remet sur le pool des ennemis. Donc elles pourront revenir durant le spawn à la fin du tour d'un round complet. Nous avons aussi la possibilité de faire une attaque à distance mais très éloignée, c'est-à-dire que si on veut impérativement attaquer celui-ci, on voit qu'on est à 1, 2 et 3 de distance. Alors c'est tout à fait possible, vous pouvez même attaquer à 7 de distance. Par contre, vous allez avoir un malus pour chaque case supplémentaire à 2. Ça veut dire que là, à 3 de distance, automatiquement,
ce personnage-ci en défense, il va avoir un bouclier d'office, donc il va annuler en fait une touche. Donc par exemple, là, on va faire une attaque pour se garantir d'avoir énormément de succès, une attaque avec 3 shurikens d'un coup, et on combine ça à notre attaque, donc on va lancer 5 dés. Donc nous prenons 5 dés, hop, nous faisons un double hit de 3 carapaces ainsi qu'un hit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est à 1, 2, 3 de distance, je le rappelle, hop, celui-ci ne compte pas, et on fait directement 2 dégâts. Donc voilà l'avantage en fait de pallier à un bonus et de lancer plusieurs dés en une attaque. Ça va permettre déjà de perforer la défense qui peut être assez grande de certains monstres, mais ça va être aussi pour pallier cette distance qui va être très large par rapport à un ennemi si vous voulez vraiment vous en débarrasser. Donc il est aussi important de cumuler ces points de dégâts. Je vous l'ai dit aussi, on a la possibilité d'attaquer au corps à corps et non pas à distance, j'allais me tromper. Donc au corps à corps, si on est adjacent et à côté de chaque personnage, ça va être la même chose que pour l'attaque à distance, sauf que là, ça va être uniquement l'icône de katana. Par exemple, dans cet exemple-ci, Leonardo a une icône de katana, mais il a aussi l'icône droite de Michelangelo. Eh bien, il va lancer un dé de katana de base avec sa compétence d'attaque, il a plus un dé avec son attaque, et il peut avoir plus un dé avec le sabre de Michelangelo, ou alors il peut faire 2 attaques à 2. Et bien là, vu qu'on a un point de vie pour chaque gunner, et bien on va essayer 2 attaques à 2. On lance, voilà, 2 dés, on fait 2, celui-ci se défend à 2 dés, hop, il fait rien du tout, il est mort, il revient dans le pool, dans la réserve de l'Overlord. On va faire une autre attaque à 2 ici, on lance, on fait 3 hits, et à côté, hop, il fait uniquement une défense, on enlève aussi l'autre personnage. Donc vous voyez que Leonardo a fait son ménage comme pas possible. Alors il faut aussi que vous preniez en considération que le joueur Overlord a aussi des tokens focus qu'il peut aussi défausser pour relancer ses jets de dés. Les jetons focus dits à l'Overlord sont décrits en début de partie durant le setup pour savoir à combien vous allez commencer. Donc une fois qu'on a fait un tour de tortue, donc par exemple Leonardo a fait toutes ses actions, il a bougé, il a attaqué, nous allons activer un joueur du côté de l'Overlord. L'Overlord, lui, au préalable, va piocher 5 cartes, donc 2, 3, 4 et 5, durant son deck. Alors, il va ensuite regarder sa petite main, et il va voir ce qu'il est intéressant de pouvoir faire. Il pourra jouer 2 cartes à son tour. Donc, il regarde et il se dit que finalement, il va peut-être tirer avec son gunner. Donc il active ici cette carte qui lui dit qu'il peut activer jusqu'à 2 gunners et il a le droit à 2 actions de déplacement ainsi qu'une action au tir. Et il va avoir surtout un dé supplémentaire durant sa défense. Et vous allez voir que c'est très intéressant de jouer de cette carte bonus puisqu'elle elle renforce durant le tour où elles sont activées vos caractéristiques. Donc on va la poser ici et on va dire que ce gunner-ci par exemple va tirer sur cette tortue. Alors on va partir même du postulat où hop, voilà, on a un autre gunner ici. Donc lui ne se déplace pas, il se dit ça sert à rien, il peut pas attaquer Leonardo puisqu'il est adjacent et il peut pas attaquer avec une arme à distance une tortue adjacente, un ennemi adjacent. Il peut attaquer cependant Michelangelo qui se trouve sur le toit, et il peut attaquer aussi Donatello, il peut attaquer Raphaël qui se trouve ici. Alors les gunners ont une petite caractéristique, c'est-à-dire que eux, je vous l'ai dit, pour attaquer, il faut que vous ayez 2 de distance, et tout ce qui est au-dessus de 2 en fait est compté comme un malus. Par contre les gunners, eux, quand ils attaquent, ils peuvent voir jusqu'à 4 cases, et du coup, jusqu'à 4 cases, ils n'ont pas de malus. Donc ça veut dire que là, 1, 2, 3, 4... il peut attaquer Donatello sans problème, 1, 2 et 3, il peut attaquer Raphaël sans problème. Il peut aussi attaquer Michelangelo qui se trouve au-dessus. Par contre, quand vous faites une attaque à distance et que vous vous trouvez sur un terrain qui est bas par rapport à un terrain qui est surélevé où votre ennemi se trouve, et bien c'est comme si vous étiez à plus de distance. Donc par exemple ici on est à 1 et 2 de base, on augmente ce ratio de 2, donc on est à 4 puisqu'on attaque en fait en dessous, et oui, viser en dessous, au-dessus d'un immeuble, c'est très compliqué, mais il n'y a pas de souci, on peut toujours l'attaquer. Donc on prend par exemple Donatello qui a le moins de points de vie, il est à 11, on va lancer ses dés, donc on regarde ici la compétence attaque 1, il a ici un shuriken, donc on va lancer 2 dés, hop, il fait 2 touches, Donatello lui regarde sa défense, il a 4 dés en défense, hop, il lance, ah, il fait uniquement un bouclier, il pense que ça sert à rien
de défausser un jeton focus pour ça, hop, et il se prend un point de dégâts. Alors soit vous mettez les points de dégâts, ou soit vous mettez l'ensemble des points de dégâts et vous les enlevez. Donc là, c'est par rapport à ce que vous voulez faire. Une fois qu'on a joué 2 cartes, on va recompléter sa main jusqu'à 5. Donc on va reprendre 2 cartes chez l'Overlord, et ensuite on va passer à une autre tortue. Donc par exemple cette tortue ici serait venue là, serait venue ici avec tous ses déplacements. Je fais n'importe quoi, c'est vraiment pour vous simuler un nouveau tour de l'Overlord. L'Overlord recommence à jouer, il va jouer 2 cartes, donc celle-ci se décale. Il va jouer ses 2 nouvelles cartes qui vont lui permettre d'avoir toujours et de bénéficier des boucliers supplémentaires, comme je le rappelle. Donc par exemple ici, les gunners vont avoir +1 durant leur défense, et tant qu'il y a des cartes actives sur le plateau, elles gagnent le bonus. Et quand on revient à un tour hop de l'Overlord, une 3e tortue à jouer, donc on met des tokens comme ça stop quand une tortue a fini de jouer. Donc voilà, une 2e tortue à jouer, une 3e tortue à jouer. Là c'est le 3e tour de l'Overlord, il regarde ses cartes, et là il va jouer une carte, et la carte qu'il va jouer en fait va pousser celle-ci. Donc hop, tout ça va revenir ici, et la 2e carte qu'il va jouer va pousser l'autre. Hop, du coup, les cartes qui se trouvent à l'extrême gauche, quand vous allez en jouer 2 supplémentaires, elles vont être dans la défausse, qui permet d'avoir les compétences actives durant 2 tours si vous la mettez vraiment à l'extrême droite, ou alors durant un tour si ici vous l'avez à l'extrême gauche. Donc il y a tout un end management aussi sur l'aspect de l'Overlord qui est vraiment intéressant, puisque plus il va jouer de cartes bouclier, plus ça va rester, ça va renforcer les minions durant 2 tours en fait, et ensuite pour les récupérer il faudra se lever un peu plus tôt, puisqu'il faut tomber sur une carte de regroup qui vous disent que quand vous avez cette carte, vous remélangez votre défausse et vous repiochez ensuite des cartes. Donc voilà, il faut vraiment tomber dessus. Si elle est vraiment au fond du paquet, ça va être un peu compliqué de récupérer toutes les cartes. Une fois que les tortues ont toutes joué et que le Seigneur du Mal lui aussi a joué 4 fois, donc parce que une tortue, un Seigneur du Mal, une tortue, un Seigneur du Mal, une tortue, un Seigneur du Mal, une tortue, un Seigneur du Mal. Donc du coup ça fait 4 jeux de part et d'autre. Nous allons passer à la phase de spawn. Alors la phase de spawn, elle dit que vous allez prendre, par exemple, si on a, hop, voilà, si on a dans notre pool l'ensemble de ces figurines-ci, on va les dissocier en 2 clans. On va prendre le clan déjà des bruisers et le clan des gunners. Et on nous dit qu'on peut spawn en fait la moitié du clan arrondi au supérieur. Ça veut dire que là, on a 2 bruisers, on va en spawn 1, puisqu'on en a 2. Si on en avait 3, on aurait spawn directement 2, puisque ça fait 1,5. Donc on a toujours des points de spawn sur la map, donc on va dire que voilà, les points de spawn sont les extrémités ici. Et ensuite ici on a un gunner, malheureusement vu qu'on en a un, on va prendre le seul et on va le mettre ici, puisqu'on avait un autre point de spawn ici. On aurait pu le mettre ici aussi. Si on en a plusieurs, par exemple on avait 5 bruisers ici, on en aurait pris 3. On pouvait en mettre 2 ici, 1 ici. Si on avait par exemple 4 gunners, on en prenait 2. Et bien s'il n'y a plus de points de spawn, on ne peut pas ramener d'autres figurines. Une fois qu'on a fait le spawn, on va ensuite prendre un jeton focus, hop, qui va être dédié aux joueurs de l'Overlord, et ensuite un nouveau tour commence. Alors Leonardo, Donatello, Raphaël ainsi que Michelangelo ne pourront pas regagner des points de focus, hormis Donatello avec sa compétence qui lui en gagne un à la fin du tour, et à la fin d'un round, pardon, puisqu'un tour est composé de plusieurs petits tours, à la fin d'un round, il en regagne un, et il a la compétence sinon de ne pas en regagner un et de distribuer un jeton focus qu'il possède à l'une de ses tortues. L'unique façon de pouvoir gagner des jetons focus avec les tortues, c'est de tomber, comme je vous le rappelle, sur cette phase-ci qui est la phase Chi. Là, ils puisent dans la force intérieure de leur ninjutsu, ils se régénèrent d'un point de vie, ils gagnent un jeton focus, et ensuite ils tournent le dé adéquate jusqu'à ce qu'ils tombent sur une face en fait qu'ils leur souhaitent. Donc voilà, ça c'était pour la fin du tour. Durant vos péripéties, vous allez voir que vous allez être de plus en plus nombreux à être assaillis par les minions, les ennemis. Donc une fois que vous n'avez plus de points de vie, donc vous avez atteint votre maximum de points de vie, une tortue est inclinée sur le côté pour montrer son symbole de chaos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant ce tour, si elle n'a pas déjà joué, elle pourra se relever. Sinon, elle devra attendre le prochain tour pour pouvoir se relever. Comment marche cette étape
de se relever. Je vais vous montrer ça dans un instant. Alors, une tortue pardon, hein, qui est étourdie et qui se met sur le bas-côté comme ce cas de figure, les autres ennemis en fait ne la voient plus, ne la considèrent plus. Par contre, elles peuvent traverser sa case. Elles peuvent pas finir sur sa case, mais elles peuvent traverser sa case. Chose que vous pouvez pas faire si vous avez par exemple, hop, dans cette configuration-ci, le gunner, lui, qui voudrait bouger, ne pourrait pas puisqu'il est en fait pris en étau par deux tortues. Et même les tortues, hein, si on avait par exemple Donatello ici, il ne pourrait pas bouger puisque voilà, bah, c'est compliqué de bouger avec les deux tortues devant. On ne passe pas au-dessus de ses compatriotes et même à côté. Donc voilà, il y a toute une gymnastique aussi sur le mouvement à faire et à prendre en compte lors de vos discussions et lors de vos activations. Un tel va s'activer en premier parce que bah, sinon il va bloquer le chemin, etc. Donc voilà, on va remettre les tortues comme elles étaient. Je sais plus si c'était comme ça, mais c'est pas grave. Donc une tortue étourdie. Donc si elle a joué l'ensemble de ses dés et que durant les actions d'un tel et un tel, elle se retrouve KO, à son tour de jeu, elle devra relancer bien sûr ses dés, qu'elle repartagera ensuite avec les tortues qui lui sont voisines. Et pour chaque symbole de défense, hein, qui va être ici, hop, elle va lancer un dé en plus de sa défense pour pouvoir se relever. Alors pour pouvoir se relever, il va falloir faire par exemple 8 avec Raphaël, donc récupérer jusqu'à 8 points de vie pour ensuite se remettre en état et continuer à attaquer. Alors comment ça se passe? Donc comme je vous l'ai dit, on va récupérer l'ensemble des dés. Donc par exemple ici avec Raphaël, on aurait eu un bouclier ici et on a uniquement que 3 défenses. Donc on va lancer 4 dés. Et pour chaque impact que l'on va faire, on va récupérer un point de vie. Si on arrive à son maximum de 8 pour pouvoir se relever, on se relève directement et on peut s'activer normalement durant son tour avec les jets d'action que l'on a fait. Si par contre on ne se relève pas du tout, on est à 7 points de vie, on gagne un jeton KO. Je vais vous le montrer, le jeton KO qui est ici. Alors le jeton KO a deux notions. Il a la notion déjà de fin de partie. Ça veut dire que durant un scénario, on peut vous dire que si une tortue gagne un jeton KO, vous avez perdu la partie et vous ne pouvez plus jouer. Ça équivaut aussi au joueur vilain qui peut être Maître Shredder ou alors Karai qui se trouve ici, des troupes d'élite, etc. Donc voilà, les mini-boss, si elles sont aussi KO, il y a certains scénarios qui vous disent bah voilà, vous perdez. Ou alors vous perdez si vous avez 2 jetons KO, 3, etc. Ça veut dire que plus vous allez rester KO longtemps, donc plus vous allez mettre du temps à vous relever avec peut-être des dés de défense qui sont ultra pourris, puisque vous n'allez pas avoir de hit, plus vous allez prendre des jetons KO. Donc faites vraiment très attention là-dessus. Et c'est là où vous allez avoir l'aspect encore collaboratif que j'aime beaucoup du jeu, coop, full teamwork, etc. Pour chaque tortue, hop, on va enlever ça ici, pour chaque tortue adjacente à une tortue étourdie, hop, vous allez avoir plus 2 avec vos dés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, dans cette config-ci, j'ai fait un bouclier, j'ai ma défense de 3, donc normalement, j'ai uniquement 4 dés à lancer, donc 4 dés pour récupérer 8, ça va être un peu compliqué, sauf si vraiment je fais uniquement des double hits, mais là, mes tortues sont vraiment solidaires, elles sont comme des frères, du coup elles vont donner 2 dés supplémentaires à une tortue adjacente, c'est-à-dire que Michelangelo, lui qui est à côté, donne 2, Donatello qui est à côté donne 2, et Leonardo qui est à côté donne 2, donc j'ai un 2, 4, 6, donc j'ai plus 6, je vais lancer 10 dés, et là 10 dés, j'ai quand même plus de chances d'arriver à mes 8. Mais il y a aussi une petite problématique à ça, si vous avez aussi des ennemis qui vous sont adjacents, et bien là vous allez avoir un malus et non pas un bonus. Donc le joueur mignon, une fois qu'il va mettre KO une tortue, il n'est pas bête, il va aussi prendre tous les pions adjacents pour pouvoir se positionner et se dire bah non, là vous ne passez pas, on va garder la tortue KO pendant X tours pour pouvoir gagner. Et là, à chaque figurine adjacente que vous allez avoir moins 1 dé par figurine. Donc là, je vais me retrouver avec moins 2. Donc déjà, c'est vraiment néfaste. Et si je me retrouve le truc le plus pourri encore qui puisse arriver avec un vilain, le vilain est différent des petits gardes du corps. Hop. Alors le vilain, on va prendre Maître Shredder qui est ici. Si Maître Shredder est ici, hop, et que les tortues par exemple sont là, alors là c'est vraiment le foutoir. Donc là j'ai moins 1, j'ai moins 1. Et pour chaque vilain qui est adjacent à une tortue KO, j'ai moins 3. Donc là en fait j'ai moins 5. Et vous allez voir que c'est compliqué à moins 5
de revenir, c'est même carrément infaisable. Pour le joueur Minions, c'est pareil, hein, l'Overlord, donc si Shredder est KO, pour chaque figurine alliée qu'il va avoir à côté, il va avoir +1. Et pour chaque figurine ennemie, donc les tortues qui vont lui faire face, il va avoir -2, pardon. Voilà, -2 pour chaque ennemi qui se trouve, +1 pour chaque allié qui se trouve chez l'Overlord, et +3 pour les leaders qui se trouvent à côté. Donc si par exemple on a Karai à côté de Shredder, il aura un +3. Donc voilà comment marche l'aspect d'étourdissement et l'aspect KO des tortues et à la fois de l'Overlord. Donc voici le jeu Teenage Mutant Ninja Turtle. Je remonte, je vous ai tout dit sur ce jeu, c'est sorti 2016, j'ai la campagne Kickstarter qui a bien marché. De 2 à 5 joueurs, c'est adaptable en solo, vous allez le voir, parce que voilà, j'ai trouvé une petite variante sur BGG, je vais vous faire une vidéo dessus parce que ça tourne hyper bien. Et toutes les parties que j'ai pu faire, j'en ai fait 3-4, je les ai perdues, tellement c'était hyper dur. Donc vous allez voir que ça tourne très très bien même en solo avec cette variante que je vais vous présenter. C'est fait par IDW, un jeu de Kevin Wilson, très réputé pour ses mechas bien huilés. 60 à 90 minutes, 14 ans et plus, ça coûte 90 €. Alors voilà, on va passer, il n'est pas exempt de défauts, hein, le jeu, loin de là. Son principal défaut, ça reste quand même son coût, puisque 90 € c'est un produit d'import, il se trouve uniquement aux États-Unis. Et bien voilà, ça justifie en fait ce prix assez onéreux. On aurait aimé aussi avoir, par exemple, je vous ai montré les cartes d'ennemis, hein, qui elles ne varient pas. Par exemple, toutes les cartes vont avoir cette illustration-ci, avec juste le nom qui diffère pour les cartes vertes et pour l'autre mignonne, etc., etc. On aurait aimé peut-être avoir voilà, le même design qu'on a sur les cartes compétences avec nos personnages. Donc voilà, ça c'est pas mis, mais bon, c'est pas grave. On a un léger aussi défaut sur, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, les tuiles. Les tuiles, elles restent un peu fades, elles sont vraiment pas... C'est pas comme du FFG où vous allez avoir un design, un univers qui ressort avec les cartes. Là, on reste sur du building simple, aspect comics, mais c'est vide. C'est vraiment vide et vous allez l'harmoniser en fait avec des tokens comme ça. Donc on peut avoir des voitures, des poubelles, on peut avoir aussi des caméras de surveillance, etc. Donc voilà, on aurait aimé aussi avoir des tuiles un peu plus funky, un peu plus vivantes en fait, parce que là c'est assez terne. Certaines figurines aussi, alors moi je trouve que ça fait pas ça, mais bon, c'est vrai que c'est aussi important de le noter, elles font un peu gadget en fait, elles font un peu gadget, elles sont très détaillées pour le coup, les tortues hein, sont vraiment hyper détaillées, mais si on prend par exemple Shredder, lui on voit que c'est assez simple, voilà, c'est pas tellement détaillé de foufou, mais bon, après ça fait le taf, hein, c'est pas, voilà, si on prend les Gunners, c'est assez sympa et tout, mais voilà, c'est pas la qualité non plus de FFG ni quoi que ce soit, mais ça reste pas en dessous de Zombicide par exemple, c'est même un poil plus mieux que Zombicide, moi je trouve, après c'est uniquement mon avis encore une fois. Donc voilà, c'est un peu les bémols, c'est vraiment pour dire que ce jeu n'est pas parfait, puisque aucun jeu n'est parfait en soi, hein, il y a toujours un truc qui va pas. Donc là, ça reste les tuiles, les cartes, comme je vous l'ai dit, de comics, ils auraient pu varier aussi les illustrations. Les cartes aussi qui gondolent un tout petit peu, donc pensez vraiment à les mettre à plat une nuit sous une tour de bouquins Larousse qui vous ne servent plus puisque vous ne lisez plus, mais essayez quand même de renforcer un peu, sinon il y a plein de tokens, c'est sympa, franchement. Après 90 €, on en a aussi pour notre argent, il y a pléthore de figurines, on en a une quarantaine, on a les Foot Ninja là, que je vais vous montrer, voilà, on a ça, hop, on a aussi les Bruiser Ninja, là, des Foot Clan, qui sont hyper grands, donc si je vous montre l'échelle, hein, vous voyez que hop, ça n'a rien à voir, c'est vraiment dantesque, ça représente un peu David contre Goliath, c'est sympa, franchement en jeu ça donne bien, parce que du coup on voit la petite tortue face à un gros mec comme ça, on se dit ah ouais, quand même. Donc voilà, assez sympa comme système de jeu, très bien huilé en termes de méca, beaucoup de discussions avant de faire un tour avec les tortues, puisque c'est vraiment des tours très 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 réfléchis, de placement, etc. Et ça reste de l'Ameritrash. Donc j'aime beaucoup ce jeu, c'est mon top mon top de 2007 déjà, c'est sûr. Je vais avoir d'autres jeux en 2007, mais celui-ci déjà il fera partie du podium, parce que la méca est hyper bien huilée.
L'univers des Tortues Ninja, moi je suis vraiment affinitaire à tout ça, donc j'aime beaucoup. Et l'Améritrash avec quand même de la gestion du placement, etc., le hasard, et les cartes compétences, voilà, rendent vos parties hyper uniques. Vous jouez la même map 100 fois parce que vous allez équiper en carte de compétences différents personnages qui vont pas faire la même chose. Leonardo, lui, peut se porter en tant que gardien. Donatello, lui, finalement, peut se porter en tant qu'attaquant. Michelangelo, finalement, sera le mec le plus agile. Et Raphaël, lui, va être le gros bourrin. Vous pouvez faire l'inverse. Leonardo qui va être là en soutien. Donatello qui, lui, va renforcer un peu tous les autres, etc. Vraiment, vraiment, il y a pléthore de trucs à faire. Et un scénario sera jamais joué de la même manière. Même sur les Minions, hein, il y a toujours un truc à faire de leur côté. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à commenter si vous voulez avoir plus d'infos sur comment on joue, etc. Mais je vous ai dit l'ensemble, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On est bientôt plus de 1600 abos sur la chaîne, c'est vraiment énorme. Merci, abonnez-vous encore, faites parler de la chaîne s'il y a des gens qui ne connaissent pas. N'hésitez pas à aller visionner le cœur du forum de Crépuscule d'Argent où je crèche avec tous mes potes qui font des vidéos assez sympas en français. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo avec Teenage Mutant Ninja Turtles, les Tortues Ninja, les ombres, parce que les shadows ça se dit pas, les ombres du passé, avec une partie en solo harmonisée avec une variation que j'ai trouvée dans BGG qui tourne ultra bien. Et petit aparté, vous allez avoir pléthore aussi d'extensions qui vont arriver avec des Alipak, une grosse extension avec Bebop et Rocksteady. Donc voilà, c'est un jeu qui va être suivi. Ninja Mutant Turtle Teenager, si vous aimez, allez-y, un gros pouce, à bientôt, profitez bien, ciao.